Bonsoir. Si vous êtes clerc de notaire, marin, curé, contrôleur à la RATP ou conducteur à la SNCF, souffleur à la Comédie Française, clarinettiste à l'opéra ou grosse caisse à l'opéra fut-il comique, si vous êtes député, gazier ou encore mineur, dans ce cas-là vous n'êtes plus que 495, vous bénéficiez d'un régime de retraite spécial. Spécial, mais c'est vraiment comme un gros mot pour le gouvernement qui ne veut voir qu'une seule tête de salarié soumis, s'il vous plaît, au régime général des retraites. En vérité, personne ne sait exactement pourquoi les régimes spéciaux sont encore spéciaux. Il y en aurait 300, 168, 134, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, presque. Alors Xavier Bertrand, le ministre, y va à la machette, car il s'agit d'une jungle. 40 ans de boulot pour tout le monde, voilà son credo. Et là-dessus, officiellement, c'est circuler, il n'y a rien à négocier officiellement. Alors là, ça fait mal. Après la grève du 18 octobre qui a paralysé le pays, d'autres pourraient suivre en novembre. Et les Français, par sondage, disent qu'ils sont furieux et soutiennent la guerre aux privilèges. Mais jusqu'où ira la fièvre égalitaire du gouvernement? Au parachute doré des patrons du CAC 40, à leur retraite, chapeau en or massif. Bref, vous l'avez compris, c'est un riposte au cœur de l'actualité que nous vous convions. Alors, sur notre plateau, par ordre d'entrée en scène, Xavier Bertrand, ministre du Travail, avec lequel je parlerai quelques instants. Nous rejoindrons ensuite Manuel Valls, député maire socialiste d'Évry, Jean-Christophe Le Duigou, grand spécialiste des retraites à la CGT, Claudine Diguet, productrice à la RATP, l'économiste et journaliste Bernard Maris, et enfin notre consoeur du Figaro Magazine, Véronique Grousset. Voilà, c'est Riposte et c'est le numéro 309 déjà. Eh oui. Eh bien, je suis ravi de vous recevoir, Xavier Bertrand. Mais quelle semaine pour vous. Quand je pense à vous, je me dis comment il fait. Alors, entre les négociations sur les régimes spéciaux, les grèves à Air France qui continuent et la conférence sur le pouvoir d'achat, vous n'avez pas chômé. Hein. Pour vous, les 35 heures, vous ne connaissez pas trop. Pour vous, c'est plutôt boulot, négo, dodo. Alors, et quand vous dormez, très peu, paraît-il, 4 heures. Vous me direz comment vous faites. On vous imagine faire des cauchemars peuplés de grèves, de manifs. Non, pas du tout, de France bloquée et de président de la République qui vient comme ça le matin tôt, te dire parfois un autre discours que vous. Sur les... Enfin bref. Non, on pense même pas discours. Ça quand on dort. Même discours. Enfin, ça a été, on y reviendra, ça. On va y revenir. En tout cas, ça a fait bizarre, cette fin de semaine. Mais on va prendre, si vous voulez bien, les choses dans l'ordre. Donc, vous ne faites pas de mauvais rêves, vous dormez bien, tout ça, vous êtes tranquille. Mais parlons de votre marathon de la semaine, si vous voulez bien. Moi, ça me fascine. Hein. Si vous pouvez revenir en arrière. Oui, s'il vous plaît. Moi, je vous regarde régulièrement. Quel ton guerrier dans votre présentation. Machette. Pourquoi on ferait une réforme à la machette? C'est pas le genre de la maison de faire une réforme à la machette. Vous avez dit en plus, on veut s'attaquer à un tel ou un tel. Serge Moati, on est dans la société de 2007. Une société où il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Je crois au contraire qu'il y a une voie aujourd'hui pour la négociation. Et moi, je suis vraiment malheur à des années-lumière de ce qu'on pouvait faire par le passé. Par le passé, en termes de négociation, bon, gauche et droite confondues, pour mettre chacun à l'aise. Comment vous jugez leur action? C'est que sur ce sujet-là, dans le temps, on était ça passe ou ça casse. Oui. Et ça passe, c'est-à-dire les 35 heures imposées, ça a été une erreur économique, mais c'est passé. Et puis le CPE, par exemple, eh bien, ça a cassé et donc le gouvernement a tout retiré. Moi, je ne veux pas de ces formules binaires qu'on utilisait par le passé où le gouvernement décidait tout seul dans son bureau et puis ensuite, éventuellement, s'il y avait une grève importante, il changeait tout. Moi, vous, non? Non, je fais différemment. J'écoute beaucoup. Ça passe ou ça casse pas? Non, j'écoute, je consulte, je concerte, je propose justement une réforme. Après, on voit aussi quelles sont les inquiétudes des agents. On ne revient pas sur ce qui est essentiel dans une réforme. Vous, c'est les 40 heures, les 40 années, pardon. Les 40 années. Vous êtes sur le débat sur la durée du travail, décidément. Les 40 années, d'accord. Les 40 années, l'harmonisation avec le régime de la fonction publique. Oui. Mais attendez, qu'est-ce que je dis autrement aux Français? On va continuer à avoir 25 millions de Français à 40 ans et 500 000 qui sont encore à 37 ans et demi. Ils vont dire quoi, les Français? Surtout qu'en plus, sur ce sujet, ils se sont exprimés. Vous pouvez négocier sur quoi, alors? Attendez, je vais vous dites ça passe au caca, c'est plus comme ça, non, c'est plus comme ça. Parce que être attentif, c'est entendre les inquiétudes, c'est l'impact de la réforme sur le montant des retraites. Oui. Et puis c'est aussi, est-ce que je vais quand même avoir la possibilité, moi qui travaille dans un régime spécial, de pouvoir m'organiser ou est-ce que ça va être effectivement la même règle pour tout le monde? Voilà justement comment je vois les choses. Et vous voulez que je vous dise, quand j'ai présenté mon document d'orientation, le 10 octobre, il y avait déjà 80 heures de discussion. Et puis cette semaine, j'ai revu les organisations syndicales. Il faut s'attendre à ce que ça se bouge, parce que vous les revoyez mercredi. Il faut attendre non, je ne les revois pas. Elles se réunissent mercredi. Mais moi, j'ai indiqué très clairement que je prendrais des initiatives
Là, dans les prochains jours, pourquoi? Si je les ai vus cette semaine, c'était pour entendre leurs propositions. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé avec mes collaborateurs encore, et là, je prends des initiatives dans les jours qui viennent. Parce que je les écoute. Vous allez nous en donner quelques indications. Je les écoute et je les entends. Quelques directions. C'est important, ici, parce qu'ils vous regardent. Alors, parlons de votre marin. On vous a reproché, c'est pas moi, on vous a reproché, c'est M. Le Duigou, que vous allez voir tout à l'heure, de ne pas avoir su prendre la mesure de la grève du 18 octobre. M. Le Duigou, de la CGT. Qu'on va rejoindre tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas senti le mouvement de grève? Attendez, j'ai même été le premier. Mais je sais, mais ça c'est un coup. Non. J'ai même été le premier à dire que ce mouvement serait très suivi. Pourquoi? Mais ça, c'est de la communication à état pur. C'est aussi dire la vérité. On me pose la question. Monsieur le ministre, comment va être ce mouvement? Dans le temps, on aurait peut-être dit, je sais pas, faut voir. Non. Moi, je dis les choses. Principe de transparence. Si je pense qu'elle va être très suivie, cette grève, eh bien, je le dis. Même si ça peut être aux dirigeants de l'entreprise publique. Puisque vous dites que je vous l'avais déjà dit. Non, je la désamorce pas parce qu'elle a quand même été très suivie. Donc le sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que j'avais aussi vu à la SNCF, à EDF, des agents, et j'avais senti qu'il y avait des inquiétudes. Voilà pourquoi, quand on me pose la question, je réponds à la question, moi. D'accord, oui, d'accord. Mais c'est une façon aussi, comme l'annonce du divorce de Nicolas Sarkozy et de Cécilia le même jour. Si on avait voulu faire en sorte que personne ne parle de la grève, souvenez-vous de ce jour-là. Quoi? Je sais bien que vous y êtes pour rien, vous. Tous les jours qui précédaient, les médias étaient sur cette question. Pile, ça tombe le jour de la grève. Posez plutôt la question à tous les médias qui étaient sur ce sujet depuis des jours et des jours. Oui, d'accord, mais enfin, avouez que c'était pas mal. Vous qui dites avant, ça va être une grève terrible, d'ailleurs je m'y prépare, etc. Et puis, pof, l'annonce du divorce, qui est triste et qui est une affaire privée. C'est pas la question. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. Mais il se trouve que l'attention générale a été détournée. Non. L'attention des agents, l'attention des Français, elle a été sur ce mouvement, parce que derrière ce mouvement, il y a les inquiétudes des agents, et puis il y a aussi les désagréments pour tous les usagers. Je n'oublie pas que quand il y a un jour de grève, il y a encore des jours de perturbation derrière. Il y a eu le vendredi, le samedi qui a été compliqué pour nombre d'agents, ce qui veut d'ailleurs dire que si la grève est un droit constitutionnel, que je respecte bien évidemment, il faut savoir qu'on a tous une responsabilité collective dans ce dossier. La responsabilité collective, c'est de trouver des solutions en faisant aussi en sorte qu'on crée le moins de désagréments possible pour l'ensemble des Français. Et ça, c'est aussi un message que j'adresse. On a plus à gagner dans la France de 2007, dans la négociation que dans le conflit. D'accord, mais vous rêvez d'un monde hors conflit, d'un monde d'avant la chute, d'un monde j'aime bien idéal. La prévention, oui, j'aime bien la prévention. Et je pense que quand on se parle, quand on se met autour d'une table, on a plus de chances de trouver des solutions qu'en restant chacun dans son coin et en ne se parlant pas. Sauf si les choses sont inacceptables pour vos interlocuteurs. Mais justement, quand on pense ça, est-ce que ça vaut pas la peine de bien comprendre que si le gouvernement est déterminé comme il l'est, on a peut-être quand même intérêt à saisir cette main tendue. Moi, ma porte est ouverte. Est-ce que ça vaut pas la peine de revenir justement et de voir ce que l'on peut discuter? Il ne s'agit pas d'opposer... Donc il y a du grain à moudre. C'était l'expression syndicale. C'est pour ça que je dis ça. D'un syndicaliste célèbre. Qui n'est pas le représentant de celui qui est sur le plateau tout à l'heure. D'accord, c'était monsieur Bergeron. Bergeron de FO. Du grain à moudre. Nous connaissons le classique. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a du grain à moudre. Oui. Vous leur dites, on peut discuter. Mais je l'ai indiqué depuis le début, vous savez, et dans les entreprises. Je peux lâcher, vous allez dire, je peux lâcher. Attendez, alors c'est quoi vos termes là? Lâcher ça veut dire quoi, lâcher? Dans une négociation, moi aussi j'ai fait des négociations dans ma vie, pas les mêmes que les vôtres, mais j'en ai fait aussi. Par moment on sait que bon, il y a des petits trucs qu'on peut lâcher, des petits trucs qu'on a. Alors écoutez, alors parlez-moi vraiment, moi je suis pas un économiste, je connais. Moi non plus. Mais si, non, je suis pas économiste, je suis pas comptable. En tout cas, vous êtes ministre du Travail. Vous êtes assureur au départ, ce qui fait que vous êtes très différent dans votre carrière. C'est vrai. Très différent des énarques, des diplômés des grandes écoles, toutes ces grandes écoles. Est-ce que ça change d'ailleurs votre méthode de négociation? Peut-être. Que les Fabius, les Juppé, les Fillon qui vous ont précédé dans ce genre de dossier? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vrai. Peut-être à autre chose. J'aime bien effectivement rencontrer les organisations syndicales, rentrer dans le cœur d'un sujet, rencontrer aussi les dirigeants d'entreprise, et j'aime bien même faire mon opinion par moi-même. C'est-à-dire aller dans des entreprises. Ils croyaient qu'ils savaient un peu trop? Ils croyaient qu'ils savaient un peu trop? Je ne sais pas comment ils faisaient. Parce que non seulement j'ai pas fait l'ENA, mais j'ai pas été dans des cabinets ministériels pendant 20 ans. Donc j'ai une lecture un peu plus neuve peut-être que ce qui a pu se passer dans les années 80 ou dans les années 90. Gauche-droite confondue. Oui, gauche et droite. Et ils ont tous reculé sur le dossier des retraites. Vous voyez, et puis certains n'ont même pas osé aller plus loin dans les réformes. Vous prenez notamment le gouvernement Jospin en 97. On a commandé des rapports qu'on a mis dans un tiroir ensuite. Vous tapez que sur la gauche, c'est facile. Pardon? Vous tapez que sur la gauche, c'est facile. Il y a eu une retraite, si j'ose dire. Serge Moati, en matière de 95 aussi. En matière de retraite, qui est-ce qui a mené les réformes? C'est la droite. En 93, Édouard Balladur. En 2003, et en 95, François Fillon. Qui a plié devant la rue, comme on dit. D'accord. Et qui n'a même pas eu à plier parce qu'ils n'ont même pas osé mener les réformes, c'est Lionel Jospin et la gauche. Et ces années-là, il y avait du grain à moudre, comme vous disiez. Il y avait de la croissance. Vous savez ce qui a manqué? Du courage.
Et ça, je trouve ça dommage, parce que des dossiers comme les retraites, à l'origine, c'est même pas un dossier qui serait un dossier de droite ou un dossier de gauche. C'est des dossiers pour lesquels il y a une forme de logique qui s'impose à tout le monde. Parce que on vit de plus en plus longtemps. Il faut donc savoir comment on va financer les retraites. L'espérance de vie augmente. On passe plus de temps en retraite. Et dans ces cas-là, vous n'avez que 3 solutions. Soit vous touchez moins de retraite et personne ne veut des pensions en baisse. Soit vous cotisez plus et ça ne fait pas de bien au pouvoir d'achat. Soit vous acceptez, parce qu'on vit plus longtemps, de travailler un peu plus longtemps. C'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays européens. Mais en France, on a du mal à voir la gauche et la droite accepter ce constat partagé et accepter des solutions partagées. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord, que sur des points comme ça vaudrait la peine de laisser l'idéologie. Là, on ne cible pas trop sur le débat qui va suivre, évidemment, qui va être, je pense, vif et passionné. Alors, c'était vendredi matin, coup de théâtre, Nicolas Sarkozy vous vole un peu la vedette. Bon, il débarque accompagné de caméras, bien sûr, tout ça se fait toujours devant des caméras, dans un entrepôt de la SNCF à Landy. Hein. Et voici notre président, on reverra les images tout à l'heure, débattre vivement avec des salariés grévistes, images incroyables, qui m'ont rappelé, parce que moi je suis plus âgé que vous, les images de mai 68, quand les gens parlaient comme ça, dans la rue. Si, je vous en montrerai. T'es pas dans une situation de conflit, là, vendredi matin. Non, c'était des débats passionnés. Des échanges. Oui, mais c'est des échanges. Bon, et ça plaît aux Français. C'est pour la première fois un président. Mais où étiez-vous, vous? Alors c'est quoi? C'est de la négo parallèle ou quoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit sur la décote, la bonification. Mais non, pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous publiez un communiqué de votre ministère pour dire que rien n'a changé. Serge Moiti, contrairement à ce qu'il dit. Serge Moiti, il n'y a eu aucun communiqué de mon ministère. Comment allez-y, sortez-moi le communiqué de mon ministère. Libération le sort dans son édition de samedi. Il parle d'un article. Non, du côté de Xavier Bertrand, citation, on confirme les éléments du document d'orientation du 10 octobre, c'est-à-dire le vôtre. Voilà. Bah oui, et il y a eu un communiqué là dans vos... Non, mais d'accord, mais enfin, voilà. d'accord. Mais ça veut dire qu'ils ont répondu aux journalistes. Mais non, mais on est tous sur la même ligne. Décote, on peut en parler. Donc bonification, on peut en parler à la SNCF. Mais attendez. Je ne savais pas, c'est nouveau. Non, mais c'est nouveau, pas du tout. Avancée. Donc satisfaction des syndicats. On rentre. Mais attendez. Quoi? Déjà, le président de la République, ça n'est pas la première fois qu'il se rend au contact des agents. Il était allé déjà. Il vous a appelé avant. EDF. Vous avez appelé avant. EDF, GDF. Vous avez appelé avant. Attendez. Vous voulez me faire dire quoi? Que je sais pas, peut-être que c'était une surprise pour vous. Non, je savais qu'il y allait, mais je vous signale que 15 jours avant, il était à la rencontre. Pourquoi vous êtes allé avec lui? À la rencontre. Parce qu'au même moment, sur ce sujet-là, je rencontrais, moi, des syndicats, d'autres syndicats, et qu'en plus, le président de la République, ce jour-là, a évoqué la question des régimes spéciaux, mais pas seulement. Il a parlé de l'avenir de la SNCF, il a parlé du fret, il a parlé du TGV, il a parlé justement... Il est allé voir une grande entreprise. Voilà, une grande entreprise avec un échange direct qui change par rapport à tous les présidents de la République. Qu'il fasse cette ouverture sur les décotes? Mais attendez... les décotes, vous allez nous expliquer après ce que c'est, les autres aussi. Les autres maintenant ou tout à l'heure? Non, de tout à l'heure. Bon, en tout cas, il fait une ouverture à laquelle vous ne vous attendiez pas visiblement, puisque vous n'y plaît pas du tout. Mais Serge Moiti, ne cherchez pas des oppositions qui n'existent pas. La question j'ai une mauvaise nature, quoi. Non, je trouve pas que vous avez plutôt une bonne nature. Enfin, c'est du moins l'image que je me fais de vous. Alors j'essaie de taquiner sur ces questions. Mais oui, je pense que c'est ça. Ouais, vous avez bien résumé les choses. Vous cherchez à taquiner. Ouais. C'est que sur ce point justement de la décote, on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une question. Quel impact sur les pensions de la réforme? C'est la question qui est évoquée par certains syndicats, c'est la question que m'ont évoqué des agents quand je les ai rencontrés, c'est ce qui a été dit au président. La question, s'il y a cette inquiétude, il faut trouver des réponses. Oui, parce qu'il a dit, les 40 ans d'annuité s'appliqueront à tout le monde. En revanche, les bonifications, les décotes ne peuvent ne s'appliquer qu'à ceux qui ne sont pas encore rentrés à la SNCF. Et donc, la question est simple, c'est que la décote s'appliquera progressivement. Voilà ce qui a été dit. C'est une avancée. C'est ce qu'on appelle le grain à moudre. On l'a toujours dit. Bon, d'accord. On l'a toujours dit. On va voir avec eux. On l'a toujours dit. Non, mais je vous crois. On va voir avec eux. Alors, Michel Rocard. Vous avez un petit sourire qui me fait hésiter quand vous dites je crois. Regardez. Non, mais moi, je suis bien content de vous recevoir, c'est ça. C'est un sourire de satisfaction de recevoir quelqu'un comme ça. Alors, plaisir partagé, en tout cas. Mais merci. Michel Rocard avait dit que la réforme des retraites avait de quoi faire sauter 5-6 gouvernements. Vous vous souvenez, hein? Alors, vous prenez en compte ce risque de voir c'est pour ça que ses amis socialistes n'ont jamais engagé la réforme des retraites? I don't know, je ne sais pas. Vous voyez qu'en fin de compte, il a souvent été entendu par ses amis socialistes. De faire sauter François Fillon? Non, écoutez, on n'est plus dans les sociétés, même de 95. Elle a évolué, la société française. Et puis regardez, quand on parle de cette réforme, c'est pas un caprice. Le sujet de la réforme des régimes spéciaux, il a été évoqué à de très nombreuses reprises dans la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, à chaque fois, expliquait non seulement qu'il fallait mener cette réforme des régimes spéciaux, et il disait 40 ans pour tous. Donc là, ce dossier n'arrive pas par surprise. En plus, ne l'oublions pas, une élection présidentielle, 85% de votants,
et un score pour Nicolas Sarkozy qui montre qu'une victoire qui est quand même large et claire. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Donc on fait ce qu'on a dit, on ne prend pas en traître, etc. C'est presque aussi symbolique que les 35 heures dans l'autre... Non, c'est pas une question de symbole. Écoutez, non. c'est pas le fric que ça va rapporter. Non, et puis il faut s'y prendre surtout des privilèges, pas seulement ces gens qu'on désigne comme des privilégiés. Ne parlez pas de privilégiés SNCF. pour des gens qui n'ont pas des retraites mirobolantes et qui n'ont pas non plus des salaires exceptionnels. Non plus. Oui, ben justement. Alors, il n'y avait pas de quoi peut-être s'occuper d'abord d'autre chose, c'est une question de méthode. Il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est qu'en 93, le public est passé à 40 années. En 2003, la fonction publique est passée à 40 années. Et là, aujourd'hui, les régimes spéciaux ne peuvent pas rester à 37 ans et demi. C'est une question de justice sociale. Il y a aussi un deuxième sujet. C'est que dans ces régimes spéciaux, vous avez 1 100 000 retraités. Vous avez 500 000 cotisants. Vous avez donc un vrai problème de financement de ces retraites. Et si vous ne leur demandez pas de travailler plus longtemps à ces agents, qu'est-ce qui se passe? Dans 10 ans ou dans 15 ans, personne ne peut leur garantir que leurs retraites seront financées et payées comme aujourd'hui. Personne ne peut le faire. Un gouvernement de gauche ou de droite. Oui. La contribution de l'État pour ces régimes spéciaux, c'est à peu près 5,6 milliards d'euros. Oui, mais attendez. C'est nous, l'État. Oui, c'est nous. Et dans les années qui viennent, cette somme va considérablement augmenter. Et ce qu'on mettra pour financer les régimes spéciaux ne servira pas à financer d'autres aspects de la politique, notamment de solidarité. Oui, mais on va bientôt rejoindre nos invités, hein, évidemment. Nicolas Sarkozy, toujours le même, président, dit de vous, c'est gentil, il m'apporte la rondeur, que je n'ai pas, c'est un sujet que je connais bien, mais certains de vos amis politiques affirment, c'est affreux, que vous êtes un faux rond, que vous avez un caractère difficile, que vous pouvez même être brutal. Vous, brutal? Alors, faux rond ou vrai carré, diplomate ou guerrier, question posée par un vrai rond. Alors, quelle est exactement la question? Je ne sais pas, est-ce que vous sentez les deux, vous vous reconnaissez là-dedans? On vous appelle aussi négociateur. Ah, je suis déterminé, oui, tout à fait. Déterminé, oui. Il faut se méfier des ronds. Et puis aussi non, attendez, moi je suis rond, mais pour avancer. D'accord. Parce que je suis personne. Non, on est dans une société aujourd'hui qui a besoin de réformes, qui attend les réformes. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent effectivement me faire changer de nature. C'est la mauvaise foi. La mauvaise foi et la démagogie. Ça, j'aime pas. Parce que je crois qu'on est dans une société où on a besoin avant tout de pédagogie. Et quand il y a de la mauvaise foi et quand on ne reconnaît pas quels sont les éléments, quasiment irréfutables, mais qui ne viennent pas forcément du ministre, ça, effectivement, ça peut me faire changer de nature. Je l'assume. Et là, à ce moment-là, vous devenez pas du tout sympathique. Je ne sais pas si je suis pas du tout sympathique, mais enfin, je dis les choses. Oui, d'accord. Je dis les choses. D'accord. Mais vous préférez d'ailleurs qu'on vous appelle la tortue que négociateur. Pourquoi? Parce que la tortue, elle est lente, prudente, protégée. Physique que elle est protégée. Je ressemble plus à une tortue qu'à un autre animal. Mais ça a une solide carapace aussi. Oui, aussi, oui. Donc c'est protégé, ça va loin. Oui, tant qu'on l'avait pas sur le dos, elle avance. J'ai entendu certains dire de vous, bah oui, mais c'est vrai, il pourrait bien succéder à Fillon. Non. La preuve, j'ai succédé à François Fillon, rue de Grenelle, au ministère du Travail. Vous passez votre temps à succéder à Fillon, Non, parce que je vais vous dire une chose, je vois bien un peu ce que vous avez en tête, et c'est dommage que vous n'alliez pas au bout des choses. J'ai jamais fait de plan de carrière, et ça m'a plutôt porté chance. Je ne vais pas changer mes habitudes. Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si pour les Français, et à mon avis ce qui les intéresse eux, est-ce que je suis un bon ministre du Travail? Le reste, ils s'en moquent, et bien moi aussi. D'accord, très bien. Alors on va revoir ensemble, si vous voulez bien, et nous allons rejoindre nos invités, quelques images de la rencontre inattendue et très médiatisée de Nicolas Sarkozy avec quelques salariés de la SNCF. C'était vendredi matin à Landy. Regardez, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, je vous sers pas la main. Si vous ne pas la main, je ne discute pas. Ce que vous nous proposez, c'est une perte de 30% de nos pensions. On va être les nouveaux pauvres de demain. Ça fait 25 ans qu'un président de la République n'y a pas mis les pieds. Vous devriez plutôt dire, tiens, c'est plutôt une bonne nouvelle que le chef de l'État vienne s'intéresser à l'entreprise. De toute façon, je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord aujourd'hui. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre d'accord. Donc, je pense que c'est la rue qui va parler. On descendra dans la rue bientôt. Et puis voilà, de toute façon, ça s'est toujours passé comme ça. Et à chaque fois, on a fait plier tous les premiers ministres. Donc, de toute façon, ça continuera comme ça. C'est la rue qui va faire plier. Je vous dis quelque chose. La rue, elle ne fera pas plier. Parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. La rue ne fera pas plier. Donc voilà, monsieur le ministre, je vous présente Véronique Grousset, qui est à côté de vous, qui est journaliste au Figaro Magazine, qui suit, entre autres, la question des retraites, avec des articles très éclairants pour moi, en tout cas. Madame Diguet, qui est conductrice à la RATP. Alors, oulala, il paraît que les gens vous parlent de vos privilèges, tout ça, tout le temps. On va voir comment vous vivez, vous, votre vie. Hein. Manuel Valls, qui est un de vos collègues, qui est député maire d'Evry, PS, Parti Socialiste. Jean-Christophe Le Digou, qui est le grand spécialiste des retraites à la CGT. Vous passez votre vie ensemble, hein, vous vous connaissez très bien. Et enfin, Bernard Maris, qui est... oui, d'accord, des nuits aussi. Hein, Je ne voudrais pas compromettre, monsieur Le Digou. Non, on ne va pas compromettre, mais enfin, vous voyez souvent.
Et enfin Bernard Maris, qui est économiste, évidemment, éditorialiste à Charlie Hebdo aussi, et que je suis ravi de recevoir à nouveau, et qui vient de sortir Keynes ou l'économie citoyenne aux éditions de Sciences Po. C'est une réédition, etc. Alors tiens, justement, Bernard Maris, puisque vous êtes là, que je suis là, que nous sommes là, comment vous avez réagi à cette petite séquence de Nicolas Sarkozy? Sarkozy. Oui. Est-ce que c'est une négo parallèle, pour être clair? Est-ce que c'est une négo parallèle? Je pense que le gouvernement a quand même suffisamment de relations, de connexions, de téléphones portables et d'intermédiaires pour avoir une seule négociation. Mais je pense que c'est peut-être... J'ai trouvé ça assez curieux. On a l'impression qu'il y a presque une recherche de conflit, dirais-je, quoi. Bon, c'est tendu, quand même. C'est pas cool, c'est pas sympathique, ce qui se passe. Le syndicaliste qui lui serre pas la main, lui qui dit c'est pas la rue qui fera la loi. Je vous attends à la rue. Venez-y un petit peu. Donc, je dis pas que c'est bon, je veux pas utiliser le terme de provocation que je n'utiliserai pas, mais c'est comme ça que vous le voyez. Sent que c'est... et si ce conflit servait beaucoup d'intérêts politiques, finalement, au-delà des intérêts... Lesquels malheureux Manuel Valls, au-delà des seuls intérêts comptables. Quels intérêts politiques? Je pense que la France est dans une situation économique assez catastrophique en ce moment, et que là, on a une espèce de leurre qu'on agite devant les citoyens, et ce leurre, c'est dire, vous voyez, il y a quand même des gars qui font que le budget n'est pas équilibré, que les retraites, ça va être très mal, que vous n'aurez pas votre retraite, etc. Et donc, on a une espèce de... comment dire, de diversion qui se fait, quoi. Je suis très très modéré en disant ça, mais voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt de la politique que de la comptabilité, cette affaire. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas modéré, Bernard Maris? Alors, Manuel Valls, les intérêts politiques, comment vous ressentez ça? Non, mais ces images que nous venons de voir sont un peu à l'image précisément de la situation actuelle du pays. Je crois qu'il y a une inquiétude de la part de nos concitoyens, des salariés du public ou du privé, sur la situation économique, sur une croissance qui est faible, sur le pouvoir d'achat évidemment, qui est sans doute la grande préoccupation de cette rentrée, avec d'autres sujets que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais je pense notamment à la question du logement. Et peut-être un sentiment plus général d'injustice. On va parler beaucoup d'équité. Moi, je pense qu'il faut faire cette réforme, cette harmonisation. Vous êtes celui qui, au PS, s'est exprimé là-dessus, et vous avez été critiqué par vos camarades. Je pense qu'il faut le faire. Le Parti socialiste pense qu'il faut le faire, mais sans doute avec une autre méthode. Mais les choix qui ont été faits cet été, le paquet fiscal, qui donne le sentiment qu'on privilégie les plus hauts revenus dans ce pays. C'est le sentiment général de toute façon, et c'est la réalité économique. Inefficace sur le plan économique, injuste sur le plan social. Le sentiment qu'on veut faire, ça vient d'être dit, des fonctionnaires, et notamment des régimes spéciaux, les boucs émissaires, ils seraient des privilégiés, alors que pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup d'argent qui va vers les plus privilégiés. Tout ça donne un sentiment d'injustice et ne crée pas, me semble-t-il, le climat nécessaire pour une réforme que vous jugez nécessaire. Pour une réforme que vous jugez nécessaire en même temps. Mais qu'il faut intégrer dans une discussion plus générale sur le régime des retraites, parce que personne ne pense un seul instant que cette réforme va régler le problème des retraites dans notre pays, même s'il faut le faire. Et c'est ce sentiment-là qui crée cette colère et qui est sourde, me semble-t-il, dans notre pays. On y reviendra bien sûr, Madame Rousset, juste pour avoir le débat serein sur les régimes spéciaux, mais je ne veux pas monopoliser la parole, juste pour avoir un débat serein sur les régimes spéciaux, je voudrais que l'on dise la vérité sur ce qui a été voté cet été, pour qu'on n'y revienne plus. Parce que Manuel Valls dit, le texte qui a été voté, c'est pas pour les plus démunis, c'est pour les plus favorisés. Mettons les choses... Vous parlez du paquet fiscal. Oui, mais attendez, carte sur table. Heures supplémentaires, oui, très bien. Milliards. Parlons-en. Mais je connais les chiffres. Très bien, on connaît les chiffres, mais on va juste dire à qui ça profite. Les heures supplémentaires, qui est-ce qui en profite? Les ouvriers et les salariés. Les employés, c'est pas les plus favorisés dans ce pays. Est-ce que ça marche? Parce que ce qui veut dire que... Attendez, c'est pas ce que vous aviez dit, alors on va y rester. Et est-ce que ça marche? Inefficace et injuste. Attendez, je veux juste expliquer. Quelqu'un qui est justement au SMIC, qui faisait 4 heures supplémentaires par semaine en septembre, en octobre, le même, 70 € de plus, du jour au lendemain, parce que c'est une mesure pouvoir d'achat. Deuxièmement, les intérêts d'emprunt. La déductibilité justement des intérêts d'emprunt, c'est plafonné. Pourquoi? Pour que ça ne profite pas aux plus favorisés. Notamment les droits de succession sont supprimés pour 95% des Français. Quels sont les 5% qui restent? Les plus favorisés. Attendez, je voudrais qu'on s'en tienne au sujet des retraites. Non mais d'accord, mais pour bien montrer que le texte voté cet été, il ne profite pas aux plus favorisés. Mais c'est bien de rappeler quand même. Il faut limer le bouclier fiscal en passant. Ah oui, le bouclier fiscal, 4% du montant global pour le bouclier fiscal. Bon, on revient, disons la vérité. On va pas rediscuter. Ensuite, je voudrais vous entendre. On va pas rediscuter de tout le paquet fiscal. Non, mais alors sur les retraites. Non, mais alors, vous êtes sorti de chez le ministre. Attendez. Oui. 2 chiffres.
quelques dizaines d'euros, effectivement, au titre des heures supplémentaires pour les salariés ouvriers, quelques dizaines de milliers d'euros pour quelques contribuables qui vont profiter du bouclier fiscal. Je prendrai les chèques, y compris tels qu'ils ont été d'ores et déjà votés. Voilà, les chèques, ils sont partis. Hein, voilà. Mais c'est ça, la réalité. Alors, moi, j'en reviens à la question des retraites. Moi, je ne conteste pas le droit au président de la République de venir au Lundi ou ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs que les responsables gouvernementaux politiques, ils viennent plus souvent. Il va partout d'ailleurs. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'ils aillent se rendre compte. Bien ça, mais qu'on ne s'étonne pas de la réactivité des agents des ateliers du Lundi comme des entreprises publiques aujourd'hui qui sont soumis au régime. On les a stigmatisés en disant qu'ils étaient privilégiés. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils ont à peu près, à qualification égale, les mêmes niveaux de retraite que ceux du privé. On les a culpabilisés en disant le déficit des régimes de retraite, c'est de votre faute. Et troisièmement, on leur impose une réforme brutale qui, pour certains, peuvent leur amputer 1 ou 2 mois de retraite par an à terme. Je crois que cette réaction, elle se justifie. Alors moi, ce que je demande, la seule chose, c'est non pas qu'il n'y ait pas ces discussions éventuellement avec le président de la République, qu'on ait nos rencontres bilatérales avec le ministre, mais j'aimerais bien, c'est qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on ait une réelle discussion sur ce qui est proposé aujourd'hui et ce qu'on peut changer dans le cadre qui nous a été proposé. Oui, mais ça, vous attendez de revoir le ministre, si j'attends, effectivement. Vous l'avez devant vous, ça tombe bien. Vous l'avez devant vous. Hein, on va faire pas une négociation directe, mais enfin... Sur la méthode, on peut peut-être... Sur la méthode, peut-être. Alors, Madame Grosset, j'aimerais vous entendre. Quand Nicolas Sarkozy, le président, dit aussi vendredi, très fermement, au Lundi, que vous êtes... il dit « Je ne veux pas croire que vous êtes à ce point inconscient de la réalité », dit-il à un de ses interlocuteurs. Il faut qu'on cotise plus longtemps, même si c'est pas marrant à entendre. Voilà, je cite. Je crois effectivement qu'ils sont... on est tous... Ils sont inconscients, pas seulement eux. Je pense que les cheminots, comme les salariés, les affiliés du régime général, ne savent pas exactement quelle est la situation. Et je pense qu'ils sont tout à fait de bonne foi quand ils protestent contre le fait qu'on puisse non pas parler de privilégiés, parce que ce mot de privilégié, je l'entends tout le temps dans la bouche de la CGT et jamais ailleurs. Ce qui est dénoncé, c'est l'injustice du régime. Et d'ailleurs, cette émission est consacrée aux retraites, et j'espère qu'on va rester sur les retraites, parce que en matière d'injustice, 1 heure n'y suffirait pas pour dénoncer toutes les injustices qu'il y a dans notre système de retraite. Moi, pour revenir sur Sarkozy, je trouve d'abord d'une part que c'est plutôt courageux de sa part, c'est pas très étonnant, parce que c'est le genre de choses qu'il fait régulièrement, et que d'autre part, je pense pas une seconde qu'il ait pensé qu'il serait bien accueilli. Hein, c'est évident qu'il allait être mal accueilli. Oui, et c'est intéressant sûrement pour lui d'avoir vu les réactions des gens. C'est ça que je voudrais comprendre. Être conscient des réalités, c'est quoi? Vous êtes conscient des réalités, vous me disiez? Moi, je pense que nous sommes conscients des réalités. Est-ce que vous êtes consciente, madame, que parce que la première injustice, ça n'est pas les 40 ans de cotisation, me semble-t-il, ça n'est pas ça. Même si c'est très courageux de la part du ministre d'avoir fait cette réforme. La première injustice, c'est les cotisations. Vous cotisez extrêmement peu. Les affiliés du régime général cotisent beaucoup plus que vous. Et dans ce pays, plus on cotise et moins on touche. Et ça, c'est une injustice extraordinaire. Mais évidemment. 12 points de plus de cotisation, les cheminots. Dans votre argumentaire que vous distribuez vous-même aux cheminots, vous rappelez que... Absolument. La CGT. Je ne l'ai pas volé, ce dépliant. Le taux de cotisation des cheminots indiqué là-dedans, qui est d'aujourd'hui, c'est la Fédération des cheminots qui me l'a donné il y a 3 jours, le taux de cotisation est de 7,85. Non, la cotisation salariée. Mais oui, mais la cotisation des salariés, mais c'est la cotisation globale qui compte, parce que c'est elle qui est prise en compte dans le coût. Pas trop technique. Non, ça va pas faire de technique, mais c'est un mensonge éhonté. Oui, mais la cotisation patronale de la SNCF, elle est versée par nous. Elle est versée par nous, la cotisation. Mais bien sûr. Non, mais il y a une cotisation dite patronale qui est la cotisation employeur, il y a une cotisation salariée qui est dite salarié, ça c'est l'héritage de l'histoire. Il y a une cotisation versée par les entreprises, c'est le montant de cette cotisation qui compte. Et il est plus élevé chez les cheminots depuis fort longtemps, justement, au titre de certains avantages spécifiques qu'ils ont pu avoir. La plupart du temps, c'est compensé. Juste un point. Après, je voudrais entendre Mme Diguet. Excusez-moi, madame. Mais juste un point. Aujourd'hui, les salariés dans ces régimes spéciaux cotisent 7,85%. La différence plus importante, c'est l'entreprise, c'est l'État, c'est donc nous. Et si nous voulons justement que l'on cotise et que l'on travaille plus longtemps pour passer à 40 ans, c'est parce que si on ne fait rien, avec le déséquilibre démographique, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de cotisants, eh bien dans 10 ou dans 15 ans, personne ne peut garantir à madame
que l'État continuera à payer sa pension de la même façon. Voilà la vérité, voilà pourquoi on fait cette réforme. Madame Diguet, alors vous avez la parole. Est-ce que vous vous sentez montrer du doigt, comme ça, quand vous dites que vous travaillez à la RATP, enfin, genre le privilège, cela coule douce, ça va, comme disait madame, les privilèges, le terme ne me plaît pas beaucoup. Où je ne suis pas d'accord, c'est que l'on dise qu'on cotise peu. Écoutez, excusez-moi, mais je pense que je cotise largement ma part. Et d'autre part, où je ne suis pas d'accord, c'est que l'on puisse se permettre de dire pratiquement c'est notre faute que à l'heure actuelle des retraites, le système des retraites en France, c'est pratiquement notre faute à nous, régimes spéciaux, alors agents RATP, agents SNCF, qu'il y a un déficit. Je pense qu'il y a sûrement des problèmes beaucoup plus importants avant de commencer à dire on va tout vous sacrifier parce que vous êtes, je sais plus, 200 000 personnes à toucher un régime spécial. Comment sont les usagers avec vous? Les usagers, à l'heure actuelle, par rapport à 95, en 95... Vous y étiez? Oui, j'étais déjà dans l'entreprise. En 95, M. Juppé avait voulu imposer sans dialogue ni rien une réforme de brut. Là, c'est clair que la base, parce nous étions la base, on est parti parce qu'il n'était pas question qu'on fasse tout exploser. Et là, c'est différent. Là, cette année, on va dire que la journée du 18 et voir les... La grande grève, là. La grande grève a été ressentie d'une façon différente. D'abord, on n'a pas eu d'agression verbale comme on pouvait l'avoir précédemment par rapport à nos voyageurs, les jours qui ont précédé, parce qu'ils sont conscients également que de toute façon, si nous, on passe effectivement à 40 ans, ce qui me semble absolument incroyable, mais on ira, ça, on en est vous certain. Pensez que c'est... Bien sûr, on n'est pas idiot. On n'est pas idiot. On n'est quand même pas idiot. On sait très bien que la conjecture actuelle fait qu'il faudra Monsieur Duguay, vous avez entendu ce qu'a dit Madame Diguet? prolonger. Je vais dire mon point de vue là-dessus. La seule chose, c'est que les gens comprennent bien également que si on fait exploser ce genre, tous nos régimes spéciaux, eux, qui sont le deuxième élément de la fusée, ils repasseront fortement dans 2 mois. Ça veut dire quoi? Que c'est juste... Avant, ça veut dire tout le monde qui va y passer. Nous, on va passer à 40 ans, on va nous imposer 40 ans, et puis disons que dans 2 ou 3 ans, on va remettre le privé, on va lui rajouter 2 années de plus. Et les gens sont conscients du problème en se disant... C'est un petit peu le fort à l'amour, ça. Attendez, je comprends pas. Là, on parle de fort à l'amour, référence cinématographique western. Allez-y. Non, mais c'est vrai que si ce piton ou ce fort saute, si je puis dire, après c'est fini. Et le vrai problème, il est là pour vous? Et non, pour moi, le vrai problème, il n'est pas là. Elle sait très bien ce qu'elle... D'abord, j'aimerais bien qu'elle parle de ses conditions de travail. Oui, j'allais vous m'arracher. Le vrai problème, c'est effectivement cette réforme. Pourquoi? Et là, j'ai 2 spécialistes, j'aimerais bien qu'ils me répondent. Ça va faire gagner quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner comme argent avec cette réforme? Franchement. Vous êtes comme ministre. Mais oui, c'est comme la réforme des fonctionnaires. La réforme des fonctionnaires, on dit, un fonctionnaire sur 2 en moins, ça va rééquilibrer les caisses de l'État. Rien du tout. Peanuts, ça rapporte. Rien du tout. D'autant que... De quoi peanuts? Pardon, je veux dire... Non, mais dites non, c'est quoi peanuts pour vous? Je veux dire, peanuts, ça veut dire que ça va rendre combien? 200 millions vous allez gagner d'euros si vous faites la réforme, si elle passe là, aujourd'hui, pour l'année prochaine, combien vous allez gagner? Non, mais attendez. Non, mais je dis pas qu'il faut pas les gagner. C'est moi, si vous voulez que je vous réponde. Si vous voulez que je vous réponde. La première des choses, c'est que vous savez pertinemment, vous êtes économiste, que si on ne fait rien, le coût des pensions des régimes spéciaux va augmenter. Vous êtes d'accord. Et que cet argent-là, il faudra bien que l'État le mette pour compenser leur retraite. Cet argent qu'on mettra là, on ne le mettra pas ailleurs. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Voilà déjà la vérité. Bien. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne mène pas une réforme comptable. Je ne sais pas encore aujourd'hui exactement combien cette réforme va rapporter. Nous savons qu'elle va permettre d'alléger la charge de l'État. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des négociations dans l'entreprise. Madame disait tout à l'heure qu'elle était justement... Elle avait compris que le passage à 40 ans était inéluctable. Mais derrière, il y a d'autres questions qu'elle a évoquées. Le système général. Et les questions... Non, pas seulement. Il y a la question, justement, comment ça va s'appliquer? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa retraite à elle? Parce que quand on parle de retraite, vous savez, la réforme a beau être générale. La question, c'est qu'est-ce que ça change pour moi? Et c'est normal. Ensuite, il y a la question des négociations dans les entreprises. Si je veux pouvoir permettre à madame de s'organiser à la fin de sa carrière, si elle n'a pas pris, par exemple, ses RTT, si elle ne se les a pas fait payer, est-ce qu'elle veut les garder pour partir plus tôt? Ce sont ces questions-là, aujourd'hui, qui sont dans les discussions d'entreprise. Maintenant, vous avez dit et après. Et après, vous savez pertinemment que si on ne mène pas de réforme en matière de retraite,
ça ne se passe pas bien. Non, parce qu'en matière... Est-ce que je peux donner deux réformes qui doivent précéder celle-ci? Assez rapidement pour que Rapidement. Oui. La première, c'est que le taux de chômage s'effondre en France. Là, déjà, vous allez avoir un rééquilibrage extraordinaire. La deuxième, c'est que le taux d'activité de certaines personnes augmente de façon phénoménale. La France est un des pays où les gens entre 50 et 60 ans travaillent le moins en Europe. Peut-être même dans le monde. Parce qu'on a fait des réformes stupides auparavant qui étaient de faire partir des gens en pré-retraite. Est-ce qu'on change à partir de maintenant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple? Voilà, mais ça, Vous voulez que je vous donne un exemple? on fait Juste un point, c'est très important. À la Après, SNCF, Manuel Valls. à la SNCF, combien vous avez d'agents de plus de 55 ans, la SNCF? 1,25%. Combien vous en avez en 1,25%? En Allemagne, plus de 15%. Ce qui montre bien que sur l'emploi des seniors, on a des progrès à faire énormes en France, mais vous avez aussi à les faire dans les régimes spéciaux. Parce qu'aujourd'hui, dans certains régimes spéciaux, on vous oblige à partir à 50 ans ou à 55 ans, même si votre... Et dans le privé aussi. Même si votre... Non, mais attendez, d'abord, Il faut arriver à 60 ans. On peut très largement parler, parce que ce débat est passionnant, parce qu'il a trait pas seulement au taux d'activité, mais à la place des salariés âgés dans notre société. Mais dans les régimes spéciaux aujourd'hui, à 50 ans ou 55 ans, on vous fait partir dans certaines entreprises, et je vais les citer, la SNCF ou EDF, même si votre carrière n'est pas complète et votre retraite est incomplète, on vous fait partir. Et ça, je n'en veux plus. Non, mais d'accord. En France, attendez, j'aimerais entendre. Oui, mais le problème des régimes spéciaux, c'est d'abord le déséquilibre démographique qui, finalement, résulte de ce qu'ont été les choix de gestion des grandes entreprises publiques. La SNCF, la SNCF, c'était 400 000 salariés il y a 35 ans. Aujourd'hui, c'est 160 000 actifs. On n'a pas dit, il y a 30 ans, quand la sidérurgie s'est effondrée, on ne va pas payer la retraite des sidérurgistes. Donc il faudra bien que l'on paye la retraite des cheminots. Et de ce point de vue-là, c'est pas ça l'objet de la, c'est pas ça, c'est pas la réforme telle qu'on nous la propose là qui résoudra le problème. La question, elle est bien ailleurs. C'est est-ce qu'on développe l'emploi, est-ce qu'on développe le taux d'activité? Il y a que comme ça qu'on fait ça. Mais on nous présente l'allongement de la durée de cotisation comme l'alpha et l'oméga. Regardez l'exemple de 93. Monsieur Dugou, pour vous, c'est un choix de civilisation, si je comprends bien. C'est la solidarité. Il y a une question de solidarité, de choix de vie entre nous. C'est le vivre ensemble qui est en question. Bien sûr qu'il y a un problème de financement, mais il y a d'abord un problème de choix collectif. Je pense que la retraite, comme un certain nombre de systèmes, l'éducation ou autres, ou la santé, sont vraiment ce qui fait ou peut faire société à un moment donné. Et on ne traite pas ça en les abordant d'un point de vue comptable, aussi important que soit l'équilibre financier. D'abord, je mets en garde le gouvernement, mais ça n'est pas nouveau. Contre une attaque frontale contre la fonction publique. Ce pays, ce vieux pays, a besoin d'un État qui se réforme, de services publics, des trois fonctions publiques qui existent dans notre pays, hospitalière, celle des collectivités, celle de l'État, qui fonctionnent, et de véritables missions. Or, si vous ajoutez le débat sur les retraites, sur les régimes spéciaux, les annonces qui sont faites en termes de non-remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite, vous avez le sentiment qu'on est en train de désosser quelque chose dans un pays qui a besoin de justice sociale, de solidarité et de Français qui sont à la fois pour de l'équité en matière de retraite, mais qui demandent en même temps des services publics performants. Deuxièmement, regardons aussi la réalité. Les départs à la retraite des seniors que nous... Mais ils n'arrêtent pas de se multiplier. Et pourquoi? Mais parce qu'y compris beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de salariés, savent que demain les choses vont être plus difficiles en matière de retraite. Et au-delà de ce que font les entreprises, demandent eux-mêmes de partir à la retraite. Alors ça fait partie, évidemment, c'est un débat passionnant, Xavier Bertrand a raison de le rappeler, ça doit être au cœur des discussions avec les partenaires sociaux, ça implique évidemment aussi la responsabilité du patronat et du MEDEF dans ce domaine-là, qui tient un discours, mais qui dans la réalité, à travers les entreprises, ne l'applique pas. Et puis ça dépend aussi de la situation économique et sociale de ce pays. Évidemment, il faut de l'équité, mais regardons aussi les choses, elles peuvent être différentes parce que parmi les cheminots, chacun ne fait pas tout à fait le même métier. Ceux qui travaillent la nuit sur les rails ne vivent pas les choses évidemment de la même manière que les conducteurs de TGV. Donc l'idée d'une discussion au sein de l'entreprise doit avoir lieu, mais à condition que cela puisse se faire dans la sérénité. Je crois que c'était le message qui est passé à l'occasion du mouvement de grève que nous avons connu. Mais si aujourd'hui les Français ne travaillent pas plus, si aujourd'hui le chômage ne baisse pas, de toute façon, le problème des retraites, nous l'avons devant nous. Mais pourquoi vous vous êtes accusé, Manuel Valls, par certains de vos amis, je pense à Barthelone, je pense à Mélenchon, de suivisme de la droite en pleine offensive contre les salariés? Parce que simplement vous dites que vous êtes d'accord sur l'objectif final ou quoi? Je ne comprends pas. Non, mais ça... Mais j'entendais, c'est moi que vous interrogez sur ce sujet-là. Moi, je vais essayer de vous répondre alors. Oui, rapidement, comme ça veut dire quoi? J'entendais tout à l'heure Xavier Bertrand dire, mais le problème de la gauche, c'est qu'elle n'a pas fait cette réforme. Oui, c'était sans doute...
C'était sans doute difficile à faire à partir de 97, puisque nous avions aussi gagné ces élections à partir de ce qui s'était passé en 1995. Et cela était quelque chose d'important. Et la priorité de Lionel Jospin, ça a été les emplois jeunes, les 35 heures, pour lutter pour lutter contre le chômage. Il a mis en place, à partir du rapport Charpin, le comité d'orientation des retraites et le fonds de réserve de financement des retraites, qui, lui, doit être financé. Aujourd'hui, il est quoi, 33 milliards 37. À peu près 37, ça a augmenté évidemment depuis le mois de juin. Bon, donc il faut évidemment l'alimenter, parce que nous savons que c'est une des solutions. Il faut trouver sur quelle base on l'alimente. D'où, évidemment, une taxation sans doute supplémentaire du capital. Mais la gauche n'a pas fait cette réforme. La gauche, il aurait fallu la faire, il aurait fallu en parler plus clairement. Manque de courage, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, sans doute. Ah bon, d'accord. Peut-être que ça n'était pas la priorité. Manque de courage. Peu importe. Écoutez, moi j'intègre ça. Il se trouve que nous avons perdu les élections. Et en 2002 et en 2007. Ça ne m'a pas échappé. Donc il faut dire clairement les choses. Il faut une réforme des retraites. Il y a en plus des évolutions démographiques, évidemment, dans notre pays. L'allongement de la durée de la vie, avec des inégalités. Un ouvrier vit 8 ans de moins qu'un cadre. Donc il faut intégrer, évidemment, tous ces éléments-là. Mais ça ne peut pas se faire dans un contexte purement politique. C'était dit tout à l'heure. De victoire idéologique de la part de la droite sur ce sujet-là, qui ne réglera pas le fond économique, le problème du financement des retraites. Alors on peut être lucide, on peut dire la vérité, mais en même temps, on peut essayer de se battre et faire des propositions qui ne sont pas évidemment identiques à celles de la droite, qui se basent sur la justice sociale. Un mot de riposte et après... Non, c'est pas de riposte. Quand j'entends Manuel Valls, je me dis que le Parti socialiste peut changer. Je ne suis pas sûr que le Parti socialiste va changer. Parce que c'est un bon spécialiste du Parti socialiste, vous voyez bien. Je ne sais pas si j'ai les qualités pour parler du PS, mais ça peut venir. Hein, ne me tentez pas. Ne me tentez pas. C'est pour parler du PS. Pour parler du PS et rien d'autre. Non, mais c'est pas la garantie que le PS va changer, parce que là, on a un exemple précis où on peut passer aux travaux pratiques, où on peut montrer qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on peut dépassionner le débat, vous l'avez dit. Enlever de l'idéologie. Bon. Attendez, concrètement là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à 40 ans? Est-ce qu'on dit justement qu'il faut prendre en compte la pénibilité, ce que je propose? Évidemment. Et là, et aussi pour le rendez-vous de 2008, c'est un sujet auquel je crois depuis 2003. C'est moi qui ai déposé les amendements qui obligent à cette négociation, mais je crois aujourd'hui qu'il faut aller au-delà. Ça peut montrer qu'à un moment donné, ça vaut la peine de laisser les barrières politiciennes un peu derrière nous. D'accord, mais madame... Sur le sujet des retraites, d'une manière générale, dans une démocratie plus apaisée et plus moderne, moi, je rêverais d'un vrai dialogue. Un Grenelle, le mot est lâché. Entre la majorité et l'opposition, en lien avec les partenaires sociaux. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas 36 solutions pour maintenir le niveau de pension. C'est ça qui, quand même, et pour l'augmenter, notamment pour les petites retraites. Pour préserver le système des retraites, nous savons qu'il n'y a pas tellement de solutions. On ne va pas faire des prélèvements obligatoires sur tous les sujets. Non. Donc, ça veut dire que l'allongement de la durée du travail, elle est inéluctable. Mais après, au cœur, la pénibilité, la décote, il y a évidemment des éléments dans la discussion. Madame Grousset, je vous entends faire... Enfin, je vous vois plutôt faire... Genre, comme j'aurais voulu répondre sur beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais surtout d'abord répondre sur le sentiment d'injustice qu'éprouvent les affiliés des régimes spéciaux qu'évoquait M. Le Digou. Je le comprends très bien, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir peur quand l'hiver sera venu. Ça, je comprends fort bien. Mais quand vous parlez d'injustice, la première injustice, c'est quand même... Et le premier manque de solidarité, je constate que tous les régimes spéciaux sont ceux qui, comme par hasard, ont un pouvoir de nuisance considérable. C'est-à-dire le pouvoir de faire grève et de paralyser le pays. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, beaucoup plus important. Le deuxième problème, beaucoup plus important. Quand on parle de solidarité et qu'au nom de ce principe de solidarité, on refuse toute réforme des retraites, est-ce qu'on pense aux gamins qui sont derrière nous? Parce que vous avez tous raison autour de cette table. C'est vrai, moi je crois vraiment que le régime tel qu'il est, il est condamné. Pour une raison très simple. Il a été créé en 1947, ce régime. À ce moment-là, l'espérance de vie était de 65 ans. Et le départ à la retraite était à 65 ans aussi. Évidemment qu'il était en équilibre. Mais dans 40 ans, aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, ils ont les mêmes retraites. C'est pas tout à fait exact. Les retraités des régimes spéciaux, y compris les fonctions publiques, ont aujourd'hui, les nouveaux entrants, ont une retraite de 2000 et 200 € par mois, contre 1600 pour les affiliés du régime général qui, je le répète, ont cotisé beaucoup plus
et beaucoup plus longtemps. Ça, c'est une vraie injustice. Mais encore une fois, peu importe, puisque de toute façon, ce régime est condamné. Mais j'aimerais que les syndicalistes pensent un petit peu aux jeunes qui sont derrière nous, parce que dans 40 ans, quand on y aura un actif, 3 pour financer ce régime, je ne vois pas comment on va pouvoir payer 2 000 € de retraite. Justement. Merci. Alors, une réponse ensuite de Bernard-Marie. Vous voulez pas que Bernard-Marie se dise un mot, lui aussi, et puis après vous répondez. D'abord, le pouvoir de nuisance de notre ami là-bas, de Madame Diguet, qui a pas l'air d'avoir. Plutôt de Monsieur Le Digou. C'est plutôt Monsieur Le Digou. Oui, ah bon, alors là, j'espère qu'il y a une caméra qui prend Monsieur Le Digou le pouvoir de nuisance. Montrons le pouvoir de nuisance. C'est grand. Extrêmement très Le pouvoir de nuisance. D'abord, elle est dans les nuisances, puisqu'elle le dit pas. Moi, je le dis. C'est un pouvoir de nuisance. Elle est dans les nuisances, c'est-à-dire qu'elle respire toute la journée, toute la nuit, puisqu'elle travaille la nuit pour faire 3 sous de plus. Oui, mais le privé du bâtiment aussi. Attendez, elle est dans les nuisances. Elle est dans les nuisances. 2, on ne fait plus grève en France. Je suis désolé. Si vous voulez chercher des ennemis, cherchez plus des grévistes, il n'y en a plus en France. C'est fini, c'est l'un des pays d'Europe qui fait le moins de grève. Les derniers. Ceux qui peuvent faire grève ont les meilleurs régimes de retraite. Ils ont les meilleurs régimes de retraite parce que les autres ont accepté une réforme qui s'appelle la réforme Balladur qu'on a portée au Pinac tout à l'heure. La réforme Balladur qu'on a portée au Pinac tout à l'heure, que je ne considère pas comme une réforme, je considère comme une régression. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens du Balladur, pardon. C'est-à-dire que les gens, c'est les gens du privé, on leur a dit, voilà. Excusez-moi, c'est le passage à 40 années de cotisation en 93 et la référence aux 25 meilleures années pour le calcul de la retraite. Alors que pour les fonctionnaires, dont j'ai l'honneur de faire partie, alors que pour les fonctionnaires, le calcul, c'est sur les 6 derniers mois. C'est bien ça, j'espère, parce que ça va peut-être changer d'ici là. Il faut expliquer pourquoi cette différence. Bon, alors, parce que c'est la fonction publique, qui a un statut. Non, la vraie différence, disons les choses franchement, c'est que les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois, et c'est d'ailleurs ce que je propose pour les régimes spéciaux, parce qu'on ne prend pas en compte leurs primes. Or, dans le privé, on prend en compte les 25 meilleures années, mais on prend tous les éléments du salaire. Donc voilà pourquoi ce que je propose, cela dit, sur les 6 derniers mois. Cela dit, la réforme moyenne des gens du privé, la réforme moyenne des gens du privé s'est effondrée, il faut le dire. La réforme moyenne des gens du privé s'est effondrée. Après cette fameuse réforme, donc c'est une régression. La retraite moyenne, excusez-moi. La retraite moyenne des gens du privé s'est effondrée après cette réforme, entre guillemets, qui est plutôt une régression. Donc quand on parle de justice, il faut savoir si la justice c'est tirer les gens vers le haut ou les amener vers le bas. Donc, attendez, par exemple, vous êtes depuis la dette française a augmenté de 5 points depuis et les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? La dette française que vous citez sans arrêt. Vos retraites à vous, mais qui pense aux générations derrière? Et moi j'ai des enfants, ne vous inquiétez pas, et des petits-enfants. Donc la dette française... Mais il est inconscient peut-être. Pas du tout. Je suis conscient de voir ce qui fait problème. 5,6 milliards d'euros, le chiffre est juste. Mais de combien a augmenté les intérêts de la dette depuis que la droite est au pouvoir? Votre voisine pose une question quand même sérieuse et qui nous touche tous. Qui va payer nos retraites? C'est quand même important. La baisse du chômage. Oui. Et après, c'est vrai qu'une fois la hausse du taux d'activité, vous allez partir à quel âge? Vous partez à la retraite là, Serge? Vous partez à la retraite bientôt, vous? Oui. Mais non, si on vous disait partez, vous partez pas. Bon, alors, pour les métiers pénibles. Mais la baisse du chômage n'empêchera pas qu'il y aura plus de personnes de 60 ans que de personnes de Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens de mon âge qui présentent des émissions de télé. Voilà. Très bien. Oui, donc vous partez. On a un avis à donner. Mais que madame puisse partir à 57 ans. Tout à fait. Mais à condition qu'on discute aussi des ouvriers du bâtiment, des caissiers de supermarché et des autres. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Je voudrais juste répondre à madame. C'est très important votre échange. C'est pas juste. D'accord. Alors Madame Diguet veut dire quelque chose, ensuite Monsieur Le Digou. Quand elle me parle de nuisance, alors là, ça me pouvoir de nuisance, et je parlais à Monsieur Le Digou. Non, mais ça fait. Je vous réponds. Nous sommes. Moi, je vais vous parler de la RATP. Nous sommes à moins de 0,2 demi-journée par agent de grève. Alors, quand j'entends des gens qui me disent vous êtes des grévistes, non, je suis pas nous ne sommes pas des grévistes. La RATP fait très peu grève. Donc, par contre, on ne peut pas non plus applaudir follement parce que non, mais ils sont plus responsables. Mais de là à nous traiter oui, ça vous choque, ça me choque complètement. Vous commencez à travailler à quelle heure, vous? Moi, ça dépend. J'ai des semaines, je commence à 5h, et puis il y a des semaines que je commence à 18h, je finis à 2h30. Les horaires sont décalés. Le problème, c'est que comme disait monsieur, je ne comprends pas qu'on puisse dire,
vous avez quelque chose, bah maintenant on va vous descendre. Allez, hop, on pour être descend. Comme les copains, comme les autres. Non, pourquoi on n'essaye pas de tirer les gens vers le haut, justement? Parce qu'on nous parle d'une équité, mais alors c'est quoi cette équité? On descend tous et on touche de moins en moins. Mais l'équité n'y sera pas. Même si vous descendez, l'équité n'y sera pas. Monsieur Dugou, vous voulez compléter Parce que, bon, je veux dire, sur la question de la pénibilité, ça fait 25 ans que l'on se bat pour sa reconnaissance. Je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des soutiens nouveaux. J'espère qu'on va pouvoir faire avancer la chose. Parce que je pense qu'effectivement, je pense, mais je sais, et je sais ce que j'ai fait pour que cet amendement, il soit là. Parce que je trouve que c'est une injustice fondamentale et ça fait 25 ans que l'on attend et qu'il ne doit pas y avoir de différence entre un terrassier de Gaz de France et quelqu'un d'une entreprise de bâtiment qui fait le même travail à côté. Ils ont les mêmes limites d'espérance de vie. Ça, il faut qu'on soit clair. Concernant les jeunes, moi, justement, je veux attirer l'attention sur ce qu'on est en train de faire. On est en train d'annoncer aux jeunes générations qui rentrent aujourd'hui dans l'activité des taux de remplacement, c'est-à-dire des niveaux de retraite extrêmement bas. Dans 15 jours, le Conseil d'orientation des retraites va donner ses projections en termes de niveau de retraite pour 2020 et pour 2050. Et ben moi, donnez-nous des éclairages. Aujourd'hui, le taux de retraite d'un ouvrier est à peu près 60% du salaire moyen. Voilà. Régime général. Régime général, régime complémentaire confondu. En 2050, il ne sera plus que de 38% si on se contente simplement d'appliquer. Alors quoi, c'est la mort d'un système? Si on ne donne pas de moyens supplémentaires pour financer les retraites, les jeunes vont se dire, c'est pas la peine que je cotise à un tel système qui ne m'assurera pas alors, de retraite. Je fais quoi si je suis jeune et j'entre dans un métier? On ouvre un espace à la capitalisation, au mode d'épargne individuelle, et on casse un des grands systèmes de solidarité de notre société. Je pense que au printemps 2008, visiblement. Écoutez, il y en a un. Les fonctionnaires et les régimes spéciaux ont la capitalisation depuis 1967. Et en plus, elle est défiscalisée. Le système préfonds existe depuis 1967. C'est un système d'épargne pour les hauts fonctionnaires. Moi, je ne suis pas spécialement pour la capitalisation, j'y connais rien. Mais je constate simplement que la CGT, qui refuse la capitalisation, en bénéficie pour tous les régimes. Il faut rester dans le convenable, madame, excusez-moi. Il faut rester dans le convenable. Mais le risque est finalement que si on n'offre pas de meilleures perspectives de retraite à des jeunes qui la prendront dans 30 ou dans 40 ans, on verra s'effondrer la confiance dans le système. Et ça va être l'objet du rendez-vous de 2008. Parce que c'est le problème que l'on a derrière la difficulté à avancer sur le régime de retraite des régimes spéciaux aujourd'hui. Moi, je vais dire la raison pour laquelle je ne souscris pas au passage aux 40 ans. Je ne sais pas, moi, combien il faudra que l'on cotise en 2020 ou en 2030, quand tout le monde sera au travail ou autre. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que dès lundi prochain, le comité le comité qui a été chargé, dans le cadre de la réforme Fillon, de proposer, ou d'examiner la proposition d'allongement de durée de cotisation, va dire dès demain qu'il faut que tout le monde passe à 41. Puis après, c'est inscrit dans la loi, c'est 42. Donc ce qu'on veut me faire approuver, c'est que l'allongement de la durée de cotisation est la solution inéluctable. Donc vous voulez dire pour quoi? financer Vous voulez passer le premier étage de la fusée, on assiste à un premier étage de la fusée, et puis après on va passer à un régime de retraite analogue à celui qu'on connaît dans un certain nombre de pays, comme la Grande-Bretagne ou autres, où on aura un régime à minima peu contributif finalement, parce que personne n'aura le droit de ses droits. Voilà l'enjeu l'enjeu du rendez-vous de 2008. Alors quel est l'avenir pour vous? Comment on va faire? Et est-ce que vous mettez en place le premier étage de la fusée, qui en fait vous allez vous attaquer, pardon, ce langage guerrier. Mais enfin, vous allez. Ça fait deux fois. Hein. Oui, je sais. Comment je vais dire ça? Vous allez réfléchir à comment mieux dans les retraites. Déjà, si vous voulez d'un système à l'anglaise, c'est-à-dire qui n'est pas pour moi un bon système, vous faites rien du tout. Alors là, vous laissez pour l'exercice et pour le plaisir, comme on appelle le système anglais. On l'appelle Bismarck. Vous êtes bismarckien ou breitbridgien? Ça, c'est formidable. J'adore ça. J'ai appris ça pendant cette émission. Vous êtes néo-bismarckien? Moi, je crois au modèle français. Oui, d'accord. Donc nous sommes bismarckiens, je le dis aux spectateurs. Nous sommes bismarckiens, on ne savait pas. C'est comme la poésie, on en fait sans le savoir, nous sommes bismarckiens. C'est-à-dire que les salaires, ceux qui sont vrais breitbridgiens ont les mêmes
retraite. On est d'accord? On est même tous les mêmes Très retraites. basse. Angleterre, genre Angleterre. Non, en Angleterre, Si, vous avez un système avec les fonds de pension et vous avez eu aussi des scandales par le passé. Mais c'est Moi, comment je veux pas retourner de le ça. système l'autre? Je ne veux pas de ça. Moi, je veux Alors, avoir vous, en France. Vous continuez à être bismarckien? Oui, si vous voulez. Moi, Bon. je suis pour le système à la française. C'est-à-dire clairement qu'il nous faut maintenir aussi le système solidaire de répartition. Ouais. Les actifs cotisent pour les Pour les retraités. retraités. Sauf que comme vous avez de plus en plus de retraités, Dieu merci. il faut bien prendre l'une des trois clés qui existent. Soit les pensions se cassent la figure, personne n'en veut. Soit vous cotisez plus. Emmanuel Valls a eu l'honnêteté tout à l'heure de dire effectivement qu'on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires comme ça. Ou alors on accepte de travailler plus longtemps. Alors déjà, il faut aussi avoir le courage de mener les réformes parce qu'autrement on ne s'en sort pas. Et je voudrais dire à Jean-Christophe Le Duigou, c'est qu'effectivement demain il y a une commission qui était prévue par la loi de 2003 qui va dire effectivement si on... 41. Attendez, si on doit poser la question de l'allongement de la durée de cotisation. Pourquoi? Parce que la règle qui a été posée, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est que si l'espérance de vie augmente, il y a 2 tiers de cette espérance de vie qui augmente pour les salariés eux-mêmes, pour leur vie privée, pour leur retraite, et 1 tiers pour le travail en plus. Voilà comment ça a été décidé. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On en a parlé en 2003. Et ce sujet de l'augmentation de la durée de cotisation, s'il est posé demain, il sera bel et bien au cœur du rendez-vous de 2008. Et je vais même aller plus loin en le disant à madame, c'est parce que je veux dire la vérité. C'est que si le régime général et la fonction publique passent à 41 ans, les régimes spéciaux à terme ne resteront pas à 40 ans. Voilà. Il y aura... Non mais attendez, c'est ça. une exigence de vérité, de transparence. Il y aura un calendrier spécifique, parce que ce que je propose, c'est l'harmonisation avec la fonction publique pour être à 40 ans en 2012. Si les autres passent à 41 ans, il y aura un calendrier différent, un calendrier supplémentaire, C'est clair. mais les régimes spéciaux ne resteront pas à clair. 40 ans. Ok, c'est de l'honnêteté. D'accord. Et ce que je voudrais aussi dire... Voilà. On a tout à fait bien compris. Ça, Voilà, on a mais bien madame, compris, hein, mais quand madame, vous nous je le l'avez dis, présenté. parce qu'on doit dire toute la vérité. C'est ça qui vous est... Mais il faut bien expliquer, Serge Moati, pourquoi cet allongement de la durée de cotisation. Parce que vous n'avez pas 36 solutions, et c'est parce qu'aussi, on profite davantage Non, de la si, vie. il y a une autre Il est petite normal solution. qu'il y ait ce 1 tiers, 2 tiers. Ce que j'aurais voulu demander à madame, parce que ce qu'elle disait tout à l'heure, pour moi, est très important. Elle dit, on a compris que le passage à 40 ans était inévitable, et même là, vous approuviez parce que vous étiez dit que si les autres passaient à 41... Maintenant, vous dites 41, 42. Non, Oui. mais Non, mais c'est pas le sujet. c'est bien pour ça que je vous parlais de la fusée. Quelles parce sont que- donc vos inquiétudes aujourd'hui? C'est quoi? C'est sur le montant des pensions? C'est la possibilité de vous organiser? Quelles sont vos inquiétudes et celles de vos collègues aujourd'hui? Nos inquiétudes, d'abord, vous mettez notre régime, vous le faites voler ou en éclats. Vous voulez Pourquoi supprimer. voler en éclats? Pourquoi? Parce que Elle vous avait voulez pas signé pour supprimer, ça. par Attendez, exemple, je vais comprendre ce vous que dit- voulez supprimer les bonifications, entre autres, nos bonifications aux Non. jeunes rentrants. Voilà. Alors, nos jeunes rentrants, double statut. Alors là, je dis même C'est-à-dire pas. entre vous et les jeunes rentrants, il y aura Voilà, 2 statuts voilà. différents. Le jeune C'est ça? rentrant- du jeune. Nos jeunes C'est ça rentrants, à partir du 1er janvier 2009, n'auraient plus droit donc à nos bonifications telles que Vos nous les avons. bonifications très C'est-à-dire vite. Oui, si on peut expliquer. ce que nous appelons nous un 5e, c'est-à-dire un principe de cotisation, c'est-à-dire pour 5 années travaillées dans le tunnel, nous avons une annuité. 5 années travaillées dans le tunnel, Tunnel. pour la Et RATP, avec c'est quand même une assez fréquent. majoration. Et une majoration, Une majoration. Permet de partir voilà, plus tôt à par la rapport à retraite. une Ça permet de annuité. partir hein. plus tôt. C'est une 33 ans de annuité. cotisation. Hein. En sachant que lorsque l'on dit... Véronique. Oui, bien Lorsque les gens nous disent vous pouvez partir à 50 ans, on ne part pas à 50 ans la régie. Il faut bien se dire ça. À régie, on ne part pas à 50 ans. Si vous voulez partir à 50 ans, il vous faut 25 ans de maison déjà. Pour avoir 50 ans et 25 ans de maison, vous pouvez partir effectivement. Mais à 25 ans de maison, je peux vous assurer que la retraite, elle est mince. c'est ça. Donc Ouais. on ne part pas à 50 ans. D'accord. Ça fait partie de nos Alors ça, on possibilités. remet en cause ces bonifications, Donc, le on coût du remet toutes tunnel, ces bonifications. etc. Les 6 derniers mois, on nous D'accord. les a assurés, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'effet de la décote, c'est monstrueux. 25% de la décote, 25% au bout de 5 ans. régime général à Au bout de 10%. combien de Non, temps, c'est très madame? technique. La décote, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre tout à l'heure avec monsieur le ministre. C'est vrai que c'est très C'est la diminution de compliqué la à... retraite. Voilà. Oui. Oui, C'est la c'est une diminution de la diminution. retraite, la décote. Et C'est ça. en plus, à l'heure actuelle, on cotise sur 37 ans et demi en taux global pour avoir une retraite complète. Vous allez avoir faire combien, vous 37 savez ans. combien vous Moi, avez j'ai que 20 ans de maison. Et vous Donc, avez en plus, travaillé dans le j'ai- privé avant? Bon. Oui, j'ai travaillé dans le privé, mais Et ça qui vient en- m'empêchera non, pas. qui vient en plus, bien oui, sûr. qui viendra en plus. Mais comme Qui il vient me en faut plus. mes 25 ans de maison, j'aurai plus de cotisation d'annuité pour toucher mon 37 ans. Vous partirez à Si, quel âge, si. alors, Si, sans si, indiscrétion j'aurai Vous partez- 58 Est-ce que ans. vous Mais j'aurai savez- 58 ans pour 58 ans. partir. D'accord. Est-ce que vous savez que la période de stage pour bénéficier du régime spécial, c'est un sujet dont nous rediscutons? Est-ce que vous le saviez ça? Mais c'est pas une période. Ma période de stage, elle est Bon, comprise attendez. dans mes annuités Je voudrais RATP. juste moi. par rapport à ce que Non, disait parce madame. que C'est pour bien comprendre. faudrait qu'on arrive dans- à une conclusion. Oui, mais dans l'échange. Provisoire. La première des choses, c'est que dans ce que dit madame, il y a les droits acquis qui sont des droits
quand son contrat a été signé. C'est notamment la question des bonifications qui permettent de partir plus tôt. Pour madame, ça reste, parce que pour moi, les droits acquis, ça compte, et ça doit être pris en compte. Il y a la question des jeunes qui vont rentrer en 2009 et qui vont partir à la retraite en 2040. Je suis désolé, je veux aussi que l'on rediscute dans les entreprises de ce sujet. Parce qu'autrement, en 2040, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui va conduire, par exemple, un bus d'une société privée et de quelqu'un qui va conduire un bus de la RATP, avec toujours en 2040, l'un qui partirait à 60 ans et l'autre à 55 ans. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors que s'il y a de la pénibilité, notamment pour le tunnel dont vous parliez, mais pourquoi dans ces cas-là, on ne regarde pas si on peut mieux le payer ou si on doit mieux le payer? Pourquoi on ne lui propose pas de travailler à temps partiel à la fin de sa carrière? Autant de sujets qui n'ont jamais été mis sur la table. Et sur la décote dont vous parliez, si vous augmentez la durée de cotisation et que vous ne mettez pas en place de décote sur cote, ça ne sert à rien d'augmenter la durée de cotisation. Décote sur cote, alors là... Et ça, c'est ce qui a été mis en place pour le privé comme pour le public. J'ai besoin d'un guide. Décote sur cote, et ensuite on va terminer. Décote sur cote? Non, en 2040, des conducteurs de métro, il n'y en aura plus un seul. D'accord? Mais oui. Et comment vous allez vous déplacer? Le développement des transports en commun? À Toulouse, je me déplace. Vous croyez pas que c'est l'avenir des transports en commun? À Toulouse, non, l'avenir, c'est plus l'avenir. Les métiers difficiles, c'est pas l'avenir. Le progrès de la société, c'est faire disparaître. La voiture, forcément? Ah non, certainement pas. C'est les transports en commun. À Toulouse, vous avez un métro sans conducteur, et dans beaucoup de villes du monde, vous avez maintenant des métros sans conducteur. Tout ça pour dire que la société fait des gains de productivité énormes. Que ces gains de productivité, ils peuvent être répartis en fonction soit de ceux qui sont les propriétaires, soit des salariés, soit des retraités. Tout ça, c'est des choix qui sont purement politiques. Deuxième choix, vous pouvez fiscaliser une partie des paiements des retraites. Vous êtes d'accord? On peut s'aligner vers un système à l'allemande où les cotisations sociales diminuent un petit peu, où ce sont finalement l'impôt qui permettent de financer les retraites. Et au bout du bout? Au bout du bout, ça veut dire qu'on peut, effectivement, pour tous les métiers pénibles, ne pas y toucher, les laisser tranquilles. Mais il faut savoir ce qu'est un métier pénible. Votre conducteur du privé est un métier pénible. Donc il faut l'aligner sur son pour chacun, la notion de pénibilité, c'est quelque chose aussi de subjectif, vous le savez. La pénibilité d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 30 ans. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut définir. Oui, vous voyez pourquoi c'est pas si facile. Non, je dis pas que ce soit facile. On va s'y mettre, mais c'est pas facile. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose qu'une partie, qu'on taxe une partie. Comment ont financé les Norvégiens la retraite? En taxant la rente. Ils ont une rente pétrolière, ils mettent toute la rente pétrolière pour la retraite. Nous, on a des rentes ici aussi. Alors, il faudrait les énumérer, toutes ces rentes. Voilà, les énumérer et dire voilà. Mais nous aussi, on va avoir un système à la norvégienne. On va taxer les rentes. Par exemple, quelle rente? Là, par exemple, M. Bertrand va économiser 200 millions d'euros si la réforme passe l'année prochaine. Eh bien, le CAC 40, les 40... C'est quoi votre chiffre? Vous voulez dire quoi? Les 440 quoi? Mais je veux dire qu'en ce moment, on voit qu'il y a un déplacement léger des salaires vers les revenus du capital, de la propriété, les loyers, les rentes diverses, etc. Peut-être faut-il que ces gens participent un petit peu plus. Et que, par exemple, une hausse de la CSG serait un moyen de... Et pour le pouvoir d'achat, la CSG, c'est l'ennemi du pouvoir d'achat. Manuel Valls, une contre-proposition, si j'ose dire, enfin, elle n'est pas forcément contre-proposition venant de votre côté. L'enjeu, c'est de sauver le régime par répartition, celui de la solidarité que nous avons évoqué. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout mettre sur la table. La question de la pénibilité, elle est très importante. Et effectivement, elle concerne aussi bien le public, il n'y a pas de privilégiés, que le privé. Ça doit faire partie notamment des discussions en 2008. Et c'est surtout de redonner un peu d'espoir. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes, et vous avez raison, mais aujourd'hui, nous avons déjà à peu près 1 million de retraités pauvres. Oui. On voit de plus en plus. Et le terrain que nous sommes avec Xavier Bertrand, ou syndicalistes, ou citoyens, nous les rencontrons. Donc ça veut bien dire... Le taux d'activité des salariés de 55 à 60 ans est actuellement de 32%. On est en train, ou la société, ou le modèle économique, peu importe, est en train de fabriquer des retraités pauvres. Donc c'est là le deuxième enjeu. Système par répartition, faire en sorte que demain, on assure les retraites. Et c'est la raison pour laquelle il faut discuter de la question de la durée du travail. Le problème des financements, oui, il faut incontestablement sans doute taxer le capital, parce qu'on ne pourra pas utiliser la CSG pour tout. Moi, je pense que la CSG, notamment, c'est sur la dépendance qu'il faudrait sans doute la fixer essentiellement. Et puis, il faut ouvrir une discussion, et c'est là où, à mon avis, est l'essentiel, sur la question du pouvoir d'achat. Parce que notamment dans la fonction publique, mais pas seulement, et dans le privé aussi, on s'aperçoit que les petits salaires d'aujourd'hui provoquent demain les petites retraites et cette pauvreté que je viens d'évoquer. Et dans ce pays, donc, la répartition des fruits de la croissance,
c'est d'autant plus embêtant qu'elle est faible. Les choix budgétaires qui peuvent être faits, là, ce sont évidemment les conditions d'un débat plus général. On ne peut pas prendre la question des retraites et de leur financement uniquement à travers la problématique du seul régime spécial ou des régimes spéciaux. Il faut une discussion beaucoup plus générale sur les choix économiques. Et il faut que le Parti socialiste dise au revoir à son côté, le temps libre, les 35 heures, etc. Au revoir. C'était une utopie passée. C'est ça C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, mais la question du travail, et de l'émancipation de chaque individu par le travail est évidemment une question essentielle. Ça devient une valeur de droite, le travail ? Non, je crois que c'est une valeur fondamentalement de gauche, mais qu'on a perdue au cours de ces dernières années. Que la gauche a perdu, vous dites. Manuel Valls a de la mémoire pour se souvenir de cette valeur de gauche. C'est important. Vous dites que la gauche a perdu. Et donc, nous devons, nous, être à la fois le parti des entreprises, le parti des salariés, mais aussi le parti du travail. Qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit à la retraite et qu'on la réduction du travail. Écoutez, les 35 heures n'ont pas été remises en cause, que je sache. D'accord. Fondamentalement, dans notre société. Je me rappelle les déclarations de Jacques Chirac, quand Xavier Bertrand était ministre. Donc, la question de la réduction de temps de travail, le vrai problème qui était lié, c'est la raison pour laquelle je crois que nous n'avons pas été compris ou entendus, c'est la raison pour laquelle nous avons perdu, et en 2002 et en 2007, sur cette question du travail, c'était bien la question du pouvoir d'achat aussi derrière, le sentiment de beaucoup de salariés. Non, attendez, je vous allais faire la conclusion. Attendez, vous allez faire la conclusion, monsieur Duguid. Je n'ai pas vocation à vouloir conclure, mais... Voilà, très bien, alors monsieur Duguid il a introduit, il a parlé, il a conclu. Oui, d'accord. Alors, monsieur Duguid va conclure ainsi que Van Dijk. Juste un point. Manuel Valls dit on a un problème de petite pension de retraite, c'est vrai. D'ailleurs, nous voulons augmenter le minimum. Le problème des seniors. Non, pas seulement. Très difficile à recaser. Écoutez, 32% en ce moment et seulement 16% pour les 60. Il faut déjà que les entreprises arrêtent de les mettre dehors en servant des prêts de retraite. On est d'accord. On est tellement d'accord que j'ai proposé. Oui, sauf que j'ai proposé la semaine dernière, c'est enfin fait. On a doublé la taxation justement des prêts de retraite d'entreprises pour que les entreprises jouent le jeu. Et je suis en train de préparer pour l'année prochaine un système de bonus-malus. On joue pas le jeu, on est taxé. On joue le jeu, on garde des seniors, on en recrute. Il y en a 20 de signés. Oui, je sais, je l'ai dit moi-même parce que moi je crois au système bonus-malus. Parce que quand on joue aussi l'incitation, c'est plus intelligent. Voilà ce qu'on prépare. Les petites retraites, je veux augmenter le minimum vieillesse. Je veux prendre en compte la pénibilité. Disons tout, ça va coûter cher. Ça va coûter aussi. Ce qui veut donc dire derrière ça, c'est qu'on est tous d'accord sur le constat. Il faudrait, mais il faut aussi que l'on trouve les financements. Et le moyen de financer aussi, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Voilà. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est aussi un motif qu'on a utilisé dans tous les pays européens. Voilà aussi la vérité. Monsieur Dugout, puisque le ministre l'a invité à conclure, ce qui est une négociation intéressante. On est en train de travailler sur les projections à très long terme. Il y a une bonne nouvelle. En 2050, le besoin de financement des retraites par rapport aux projections que l'on avait il y a 5 ans est diminué par 2 parce qu'il y a plus de natalité dans notre pays. Je pense que d'ici 2020, dans le champ des politiques économiques et de l'emploi, on peut trouver un certain nombre de réponses pour assurer un financement convenable d'un nombre de retraités. Donc vous êtes moins alarmiste que le ministre. Voilà, sans tomber dans l'alarmisme. Moi, je cherche les solutions. Moi. Non, mais d'accord, on s'est compris. On s'est compris. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame. Merci à la Haute École d'Israël d'être venue nous voir de Belgique. C'est vous, l'école d'Israël. Bravo. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci madame. Bernard-Marie Skein sous l'économisme citoyen. Il a trouvé plein de choses. Hein? Merci. Je les mettrai dans les fonds de retraite.